Dans cet enregistrement, Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, RG, discutent des influences sataniques et de la notion de Satan. BDM explique que les concepts de Satan et de Lucifer sont des concepts humains qui ont été implantés dans l'esprit des hommes par des intelligences évoluant dans les plans invisibles. Il affirme que ces concepts, tout comme le concept de Dieu, sont créés pour établir une connexion entre l'intelligence de ces entités et l'homme. Cependant, BDM soutient que pour comprendre le terme satanique et luciférien, il faut se libérer des notions implantées dans notre esprit. Il explique que dans l'avenir, lorsque l'homme sera dans la lumière ou l'intelligence, il créera de nouvelles notions qui éclaireront les anciennes notions sataniques. Il affirme que pour se libérer du mal ou du satanique, l'homme doit être intelligent et en contact avec des intelligences qui le guident vers la lumière plutôt que vers la matière. BDM explique que dans le passé, eux devaient être poussés vers la matière pour développer l'expérience de l'âme. Certaines expériences de l'âme ont conduit l'homme à des courants négatifs, tandis que d'autres ont conduit à des phases moins puissantes du satanisme qui peuvent être appelées spiritualité. Il souligne que la spiritualité, telle que l'homme la comprendra après avoir détruit les notions limitantes, fait partie de l'involution, mais d'une involution positive. Il explique que l'homme doit encore vivre des expériences pour évoluer et que c'est dans ces expériences que l'âme se rapproche des aspects positifs ou négatifs, en utilisant les mêmes matériaux de condensation de matière mentale, émotionnelle, vitale et physique. Enfin, BDM affirme que c'est seulement lorsque l'homme fusionnera avec des intelligences appartenant au monde de la lumière ou du monde mental qu'il pourra véritablement comprendre la différence entre la notion du bien et du mal et la réalité du bien et du mal. Il conclut en soulignant que la notion du bien et du mal emprisonne l'homme dans l'émotion, tandis que la compréhension essentielle du bien et du mal permettra à l'homme de s'élever au-delà de ces notions limitantes. Dans cette discussion, il est dit que lorsque l'homme comprendra le bien et le mal, il ne sera plus affecté par ces notions dans sa conscience astrale. Il sera alors attiré vers l'intelligence et la lumière, devenant ainsi créatif et libre des forces qui l'ont fait descendre dans la matière. L'homme est le récepteur de l'énergie nécessaire à la création sur le plan matériel. Les forces sataniques existent selon les lois de la descente de l'énergie dans la matière, et la densité de celle-ci fait partie des lois sataniques. Cependant, chaque fois que nous utilisons des notions pour comprendre ces phénomènes, nous perdons de vue l'intelligence qui se cache derrière les émotions. Les notions de haut et de bas n'existent pas dans le cosmos, mais dépendent des vibrations. Lorsque l'homme s'aventure dans les plans astraux, les vibrations plus hautes le font se sentir dans le ciel, tandis que les vibrations plus basses sont associées aux plans astraux inférieurs et à des mondelets. La relation entre la matière et l'astral, ainsi que la pensée créative manipulée par les forces sataniques ou lucifériennes, est soulignée. Le processus d'involution consiste en la descente de l'énergie vers les plans les plus bas. Pendant cette involution, l'humanité apprend à reconnaître l'intelligence, la beauté et l'harmonie, sortant progressivement des vibrations basses de l'astral pour entrer dans les vibrations élevées. Cependant, l'humanité reste assujettie à la domination de la forme, jusqu'à ce qu'elle entre dans l'évolution de la 6e race, où elle sortira complètement de l'astral pour entrer dans le monde mental. Dans l'évolution à venir, l'homme ne vivra plus d'expérience mais aura une intelligence instantanée. Il perdra la mémoire de son âme, ce qui mettra fin au cycle psychologique de l'humanité. Il pensera, verra et créera d'une manière nouvelle, libéré de la mémoire de l'âme. L'homme aura toujours un corps physique pendant un certain temps, mais ceux qui seront plus élevés en vibration le perdront finalement pour accéder à un plan paradisiaque ou éthérique. Il est plus facile de faire le mal que le bien, car le mal est associé au plaisir tandis que le bien est associé à la souffrance. Pour faire le bien, l'âme doit être suffisamment assujettie à l'esprit. Si ce n'est pas le cas, l'âme prend le contrôle et pousse l'homme vers le mal. L'esprit est responsable d'amener l'homme vers le bien, car c'est là que réside l'intelligence et le contact intuitif avec la lumière. L'âme a amené l'homme dans la matière, tandis que l'esprit aspire à être libéré de celle-ci. L'esprit ne veut pas de la matière, mais est contraint d'y demeurer à cause des lois vibratoires et du magnétisme. Lorsque l'homme se conscientisera de plus en plus, il se rendra compte que son esprit veille au-dessus de la matière et pourra habiter un corps plus lumineux, le corps éthérique. Lorsque l'homme sera de plus en plus conscient de son intelligence, il ira de plus en plus vers la fusion, et découvrira que son esprit est juste au-dessus de la matière. Dans cette conversation entre les intervenants RG et Boulevard M, plusieurs concepts ésotériques sont abordés. BDM explique que l'esprit habite un corps éthérique, distinct du corps matériel de l'homme,
et que la transmutation de ce corps matériel est nécessaire pour que l'esprit soit libéré de l'influence de l'âme. BDM affirme qu'il n'y a pas de combat réel entre les intelligences de la lumière et les intelligences des ténèbres, mais plutôt une gestion et une domination de l'involution et de l'évolution. Pour que les forces de lumière entrent dans l'homme et que l'esprit soit libéré de l'âme, l'homme doit comprendre les lois de l'intelligence. L'âme se nourrit des vibrations du corps astral et de toutes les vibrations qui sont bonnes pour elle. L'homme confond souvent les sentiments élevés avec le bien-être de son esprit, mais en réalité, ils ne plaisent qu'à son âme. L'âme utilise ses émotions pour accumuler de l'énergie expérimentale et maintenir l'homme dans les sentiments et les émotions, l'empêchant d'être dans son intelligence. L'esprit, quant à lui, est constamment nourri par l'intelligence des entités évoluées sur des plans supérieurs. Il devient autonome et ne peut plus être influencé par l'énergie astrale de l'âme. Vendre son âme au diable signifie simplement que l'âme de l'homme est déjà liée aux forces des ténèbres. Le péché originel est la condition psychologique de l'homme ayant perdu contact avec l'intelligence. Selon Bernard de Montréal, l'âme de l'homme recherche la connaissance et se perfectionne à travers cette quête. L'esprit de l'homme, quant à lui, réside dans la lumière. Lorsque l'homme meurt, son âme retourne sur son plan d'origine et devient une mémoire, tandis que son esprit est étudié par les intelligences de lumière. Lorsque ces dernières souhaitent réincarner l'esprit dans la matière, il reprend son âme, son corps vital et éventuellement un nouveau corps physique. Le corps astral demeure, mais le corps vital est reconstruit. Lorsque l'esprit est suffisamment évolué, la mémoire d'âme se détruit. À la fin des temps, de nombreux individus verront leur mémoire d'âme détruite et évolueront vers un plan mental supérieur, ce qui modifiera leur personnalité. Le Christ était un être descendant, c'est-à-dire qu'il n'était plus dans la phase expérimentale de l'âme. Il n'avait pas de karma ni de mémoire, ce qui lui a permis d'accéder à un corps morontiel, de se dématérialiser et de créer une religion. Bernard de Montréal souligne qu'il y a une continuité entre les expériences vécues par l'âme dans les différentes vies, mais il met en garde contre l'idée de considérer les expériences d'Élie et du Christ comme étant les mêmes. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que les différentes personnifications du Christ dans diverses croyances ne sont que des aspects d'un projet créant une entité pour l'organisation complexe des plans spirituels. Il souligne que lorsque les individus meurent et retournent sur les autres plans, leur expérience sert à l'évolution de l'esprit, mais il n'y a pas de lien entre les personnalités antérieures. En ce qui concerne la position du Christ à la droite de son Père dans la religion catholique, Bernard de Montréal explique que cela est symbolique et renvoie à la notion de pouvoir et d'entente. Il ajoute que le choix de la droite plutôt que de la gauche est basé sur des considérations psychologiques et non sur des raisons ésotériques plus profondes. Lorsque questionné sur les références aux points cardinaux dans l'astral, Bernard de Montréal explique qu'ils représentent les différentes conditions vibratoires des univers locaux. Par exemple, l'astral de basse vibration se trouve à l'ouest, tandis que celui de haute vibration se trouve au sud. Il précise que l'astral est considéré comme le plus beau des mondes astraux, car il est associé à la sortie de l'astral. Quant à l'emplacement du centre par rapport aux points cardinaux, Bernard de Montréal indique que le centre est dans le Soleil, car toutes les configurations vibratoires de l'astral gravitent autour de celui-ci. Il explique que dans tous les systèmes où il y a une gravité, il y a un point central pour distribuer l'énergie gravitaire, et dans notre système solaire, c'est le Soleil qui joue ce rôle. En ce qui concerne la fission de l'atome, Bernard de Montréal la considère comme une activité totalement satanique, provenant de l'intellect et des émotions inférieures de l'homme. Selon lui, la fission de l'atome libère une énergie incontrôlable et dangereuse. La radioactivité est dangereuse pour l'humanité mais elle fait partie de notre expérience d'involution. L'homme ne devrait pas fracturer l'atome, mais plutôt le commander. En comprenant les mécanismes de l'atome et en ayant accès à notre intelligence, nous pourrons changer le taux vibratoire de l'atome et l'utiliser pour nos besoins énergétiques, comme le font les extraterrestres. Cependant, actuellement, l'homme n'a pas pleinement accès à son intelligence et doit utiliser les mathématiques et la physique pour comprendre l'atome, ce qui provoque des chocs vibratoires. Les apôtres, par exemple, ont vécu la fusion avec l'intelligence, ce qui leur a permis de faire des travaux remarquables. La science pourra éventuellement rendre le cerveau humain plus actif, mais l'homme ne pourra jamais créer de l'intelligence en lui-même. Pour que l'homme puisse créer des systèmes avancés, il doit d'abord être connecté à l'intelligence. L'intelligence entre dans l'homme en passant par son esprit et en faisant vibrer les neurones de son cerveau. L'esprit n'est pas localisé,
c'est une énergie unidimensionnelle qui influence le matériel. Pour que l'esprit de l'homme prenne conscience de sa liberté et se connecte à l'intelligence, son âme doit être évoluée. La spiritualité et la philosophie sont importantes pour préparer l'âme, mais il y a aussi un danger dans leur excès. Finalement, la confrontation entre l'énergie de l'esprit et celle de l'âme est cruciale et la mémoire de cette information est essentielle. L'homme possède une âme qui contient une mémoire de ses expériences passées. Cette mémoire peut être source d'émotions qui peuvent obscurcir son intelligence. Il est difficile pour l'homme de se détourner de la philosophie et de la spiritualité qui lui ont été bénéfiques. Lorsqu'il est prêt, c'est l'énergie qui opère la mutation de l'âme. Il n'y a pas nécessairement de lien absolu entre la qualité de l'âme et celle du corps. Certaines âmes peuvent être très évoluées mais doivent encore réparer certaines choses, tandis que d'autres peuvent avoir de beaux corps mais des âmes moins évoluées. Le corps permet toutefois l'évolution de l'âme. Quant à la relation entre l'intelligence et l'esprit, elle se fait par le biais du cerveau. Si le cerveau est en bon état, la communication est possible. Cependant, l'intelligence n'est pas déterminée par le physique, il peut y avoir des cas où une personne a de bonnes jambes mais un cerveau moins développé. Le lien entre l'intelligence et l'esprit de l'homme seront lorsqu'il est astral, c'est-à-dire attaché au plan spirituel. Tant que l'homme est astral, il y a une coupure dans cette connexion. L'homme vit la fusion entre l'intelligence et l'esprit, il perd de son astralité et de sa mémoire d'âme. Cependant, vivre dans un état de grâce ou de péché mortel n'est pas compatible avec cette fusion, cela retarde l'évolution de l'homme. En résumé, il est important pour l'homme de travailler sur l'évolution de son âme et de favoriser la fusion entre son intelligence et son esprit, en laissant de côté les états astraux qui peuvent entraver sa progression. L'âme de l'humanité a accumulé beaucoup d'expériences au fil du temps. Cependant, il y a encore de nombreuses âmes qui ont des vibrations trop négatives et qui seront éventuellement transférées sur d'autres planètes, car elles retarderaient l'évolution de l'humanité. La mémoire d'âme est universelle, donc un individu peut mourir et aller sur une autre planète avant de revenir sur Terre. Cependant, il faut qu'il passe par un certain temps d'expérience sur chaque planète. Selon les lois de la Lune, de Mars et de Mercure, l'homme doit vivre des expériences liées à la passion, au conflit et à l'intelligence. 3 vies incarnées représentent le minimum pour enregistrer différentes éthers et expérimenter ces aspects. Le Christ est un être descendant, ce qui signifie qu'il est venu sur Terre une seule fois et n'a pas besoin de revenir. Il est un être d'évolution supérieure qui est venu enseigner l'amour à l'humanité et a contribué à développer la chrétienté. Son enseignement sera mieux compris dans l'évolution ultime de l'homme, basée sur l'intelligence et la volonté. En regardant l'âme de l'humanité aujourd'hui, elle est remplie d'expériences mais n'a pas achevé son évolution. Par conséquent, de nombreuses âmes devront continuer leur évolution sur d'autres planètes. Ces expériences sont imposées à l'humanité par une source externe. L'expérience de l'homme est un aspect central de l'instruction donnée lors des séminaires pour comprendre l'évolution de l'âme. L'homme sur Terre est conditionné par l'impossibilité pour son esprit d'être libre. Son expérience est assujettie à l'énergie de l'âme, ce qui le maintient dans une intelligence qui ne lui appartient pas. Il n'est jamais sûr de lui et il n'est pas connecté à son intelligence. L'homme vit donc en fonction de son expérience, de son mental inférieur et de ses émotions, ce qui l'empêche d'accéder à son intelligence supramentale. Cependant, les expériences à venir pour l'humanité seront des épreuves visant à détruire la mémoire de l'âme et à transcender la peur. Ces événements cosmiques permettront à certains individus de se connecter avec des êtres évolués qui leur donneront des pouvoirs et les ramèneront à une condition terrestre où ils seront dans le pouvoir de l'intelligence. En subissant le choc de la séparation entre l'esprit et l'âme, l'homme deviendra libre au niveau de son esprit et l'âme n'aura plus de pouvoir sur lui. Le contact télépathique avec l'intelligence et la lumière sera rétabli, rétablissant ainsi les circuits universels perdus pendant le cycle adamique. Dans cette conversation, le sujet abordé est la communication entre l'humanité et des intelligences qui dirigent l'évolution. Selon l'interviewé, cela serait rendu possible grâce à l'intervention du Nazaréen, qui est considéré comme le sauveur du monde. Il affirme que tous les événements dans le cosmos sont manipulés par ces intelligences. Il est également mentionné que tous les représentants de l'humanité ne seront pas capables de passer un test ou une épreuve. Ils seront préparés et devront aller dans d'autres écoles de vie, sur d'autres planètes. La question est ensuite posée sur la durée de vie des humains au début de l'ère adamique. L'interviewé explique que l'humanité en général ne vivait pas des centaines d'années, mais que certains êtres particuliers,
tels que les gardiens spirituels ou les initiés, pouvaient vivre longtemps. Il affirme que l'humanité était faible en énergie astrale à cette époque. Concernant le développement de la science. Et avance plusieurs réponses. D'abord, que la science s'est développée rapidement à la fin du XXe siècle car l'humanité était prête pour un nouveau cycle et devait intégrer les conditions nécessaires à sa vie. Il indique que la science a surtout servi à la guerre, mais qu'au XXIe siècle, elle sera plus orientée vers le bien-être de l'humanité. Enfin, il affirme que la vraie intelligence ne se trouve pas dans la science humaine, mais qu'elle se connectera un jour à l'humanité, transformant ainsi la science en une force créative. Dans cette interview, Bernard de Montréal explique que les sciences humaines sont utilisées pour créer des armements et engendrer des guerres en raison de la manipulation de l'homme par des forces négatives. Il affirme que tant que l'homme n'est pas libre dans son esprit, il est manipulé et contrôlé par des influences astrales inférieures. Selon lui, la liberté véritable réside dans l'intelligence et la connexion avec des intelligences supérieures qui se trouvent en dehors de l'astral. Lorsqu'il est interrogé sur le pourquoi de ses actions, Bernard de Montréal explique qu'il le fait parce qu'il en ressent le besoin et non pas parce qu'il est manipulé par d'autres. Il évoque la notion de manipulation et explique que l'homme inconscient est assujetti à la manipulation, tandis que l'homme conscient, qui est en contact avec l'intelligence, comprend les lois de la vie et n'est pas manipulé. Il souligne également que la manipulation existe pour tous les êtres, inconscients ou conscients, mais que les êtres conscients la comprennent plutôt que de la subir. Il existe des êtres sur des plans élevés qui peuvent fusionner avec l'homme pour élever sa vibration et établir un équilibre entre leur volonté et la sienne. Lorsqu'il y a cet équilibre, l'homme est libre et il n'y a plus de manipulation. Cependant, la majorité des êtres humains sont inconscients des lois cosmiques et peuvent être manipulés par des forces inférieures. Mais lorsque l'homme prend conscience de son intelligence réelle et de la fusion avec l'intelligence universelle, il ne craint plus d'être manipulé. La fusion entre le haut et le bas est l'évolution de l'homme, et un jour il comprendra que lorsqu'il est en fusion, il n'est pas manipulé mais un avec ses intelligences. Si les intelligences s'étaient révélées directement à l'homme, cela aurait causé une domination et un fanatisme en raison de l'émotivité de l'homme. Ainsi, il est nécessaire que l'homme atteigne un état de conscience supramentale pour pouvoir interagir avec ces êtres sans être submergé émotionnellement. Dans cette conversation, Bernard explique que certaines personnes aimeraient voir des ovnis ou des fantômes, mais qu'elles sont souvent effrayées par de simples bruits ou situations inhabituelles. Il explique que voir des ovnis ou entrer en contact avec des intelligences extraterrestres est différent et nécessite une préparation mentale et émotionnelle. Les corps de l'homme doivent être ajustés par ces intelligences pour être prêts à interagir avec elles. Bernard souligne que plus l'intelligence intellectuelle de l'homme est développée, plus il peut être infantile et se protéger contre ces présences. Cependant, lorsque ces présences descendent sur les plans terrestres, elles détruisent les protections de l'homme et transmutent son émotivité. À ce stade, l'homme est prêt à se conscientiser et à changer sa relation avec son expérience. Au sujet de ses conférences et de ses livres, Bernard explique qu'il donne des instructions et répond aux questions des gens pour les aider à comprendre le fonctionnement de l'homme, de l'esprit et de l'âme, plutôt que de leur donner de la connaissance. Il explique que la connaissance est une illusion et que l'homme n'en a pas besoin. Il souligne que tant que l'homme a de la mémoire, il sera intéressé par la connaissance, mais quand il n'en aura plus, ils pourront communiquer sur un autre plan. En réponse à une question sur les polarités dans l'univers, Bernard affirme qu'il n'y a pas de contraire à son intégrité, car il est bien sur les plans matériels et éthériques. Ce que l'on voit de lui est seulement une manifestation physique. Dans cet extrait, Bernard parle de sa présence symbolique en tant que concept, mais précise qu'il n'est pas réellement présent dans ce contexte. Il fait des blagues sur le fait d'être suivi et déclare qu'il préfère être seul. Il critique le fait que les gens aient besoin de gourous et explique qu'il veut montrer aux gens qu'ils ont beaucoup d'intelligence mais qu'ils la rejettent par peur et doute. Il donne des séminaires pour aider les gens à se dépolluer mentalement, mais il insiste sur le fait qu'ils devraient vivre leur propre vie et utiliser leur propre intelligence. Il explique qu'il a choisi 1984 comme date pour écrire un livre car cela nécessite une préparation et il prévoit également de prendre des vacances. Dans cette conversation, Bernard de Montréal exprime sa volonté de vivre sa vie sans contrainte et de faire ce qu'il veut. Il explique qu'en 1984, il a décidé que c'était fini et qu'il commencerait une autre étape de sa vie. Il mentionne qu'il écrit un livre qui sera une véritable bombe, mais qu'il doit le protéger pour éviter les répercussions. Il explique qu'il est un canal et qu'il dit des choses qui ne sont pas encore dites,
mais qu'il doit s'organiser pour éviter les tensions. Il évoque ensuite le cas d'Henri Guillemin, qui a subi des chocs en exprimant ses opinions. Bernard de Montréal affirme qu'il fait en sorte d'avoir le moins de tensions possible, car cela nuit à sa créativité. L'intervieweur aborde ensuite l'idée selon laquelle tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et que la science technologique a amené l'homme à créer la bombe atomique. Bernard de Montréal répond en critiquant l'utilisation des notions ésotériques dans la conversation et en encourageant l'intervieweur à parler sans se servir de ces notions pour exprimer ses idées. Dans ce passage, l'auteur exprime le fait que les êtres humains ne parlent pas réellement, mais qu'ils jasent, c'est-à-dire qu'ils échangent des mots souvent basés sur la mémoire et les notions préétablies. Selon lui, pour véritablement parler, il faut être capable de se détacher de toute notion préconçue et d'utiliser le langage comme un canal pour transmettre des pensées nouvelles et créatives. Il souligne également l'importance de l'esprit et de l'intelligence dans ce processus. T explique que le réel ne peut être compris par le mental humain mais seulement par le supramental. Il évoque la nécessité de créer un lien entre l'esprit et l'intelligence pour pouvoir créer et innover dans le monde. Ensuite, un autre intervenant intervient pour expliquer comment l'ésotérisme et la symbolique de la Grande Pyramide lui permettent de comprendre la réalité et l'espace cosmique. Finalement, il évoque la technologie de fracturation de l'atome et fait une analogie avec la fracturation de l'esprit humain, suggérant que Bernard est là pour créer une bombe atomique de l'esprit. La question de savoir comment nous avons réussi à créer la bombe atomique est complexe. Lors de cette discussion entre Bernard de Montréal et Hergé, un interlocuteur inconnu, ils abordent la notion d'instruction, d'intelligence et de perception du monde. Ils évoquent également l'influence astrale sur le mental de l'homme et la possibilité d'une évolution de la conscience. Ils soulignent l'importance de créer des produits intelligents pour l'homme et de canaliser l'énergie de manière efficace pour devenir des êtres nouveaux. Finalement, ils éludent la question de savoir s'ils sont des êtres descendants ou ascendants. Dans ce passage, le conférencier explique que sa mission est de transmettre des informations sans créer de forme, afin d'éclairer l'esprit de ceux qui l'écoutent. Il souligne l'importance de l'écoute de soi et de l'autre, et affirme que la vie consciente est un jeu subtil. Il invite à ne pas croire aveuglément ce qu'il dit, mais à comprendre les règles de ce jeu de la vie pour accéder à son intelligence et pouvoir ensuite parler d'autres sujets. Il fait également référence à la notion d'entendre des voix, indiquant que les psychologues devraient comprendre que ces voix sont réelles pour les personnes qui les entendent. Il soulève l'idée que de nombreux individus se considèrent fous parce qu'ils ne pensent pas comme la société, mais que c'est plutôt la société qui est craquée. Il conclut en expliquant que pour réaliser cela, il faut avoir une certaine force intérieure. Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et Richard Glenn, ils abordent le sujet de l'évolution de l'humanité et de l'ésotérisme. Bernard de Montréal explique que l'évolution prend du temps, tout comme l'évolution de la 6e race humaine qui a commencé à la fin du XXe siècle. Il souligne que ceux qui sont conscients de ce processus le savent, contrairement à ceux qui pensent qu'ils savent mais ne comprennent pas vraiment. Il discute également de l'ésotérisme et de son lien avec l'accumulation de connaissances et de récits. Bernard de Montréal affirme qu'une fois que l'humanité sera dans son intelligence, l'ésotérisme et l'occultisme n'existeront plus car l'homme aura une compréhension plus profonde des choses. Il mentionne également que certaines parties invisibles de la Grande Pyramide d'Égypte ne sont pas perçues par les gens, car elles nécessitent un recul pour être vues. Finalement, Bernard de Montréal insiste sur le fait que l'homme doit comprendre sa relation avec ces formes ésotériques et évoluer vers un stade où elles ne sont plus nécessaires. Bernard explique que l'esprit est emprisonné et cherche à se libérer en fusionnant avec les intelligences. Cette fusion entraînera une mutation de l'homme, où il ne pourra plus contrôler le processus. L'individu doit comprendre les lois de la forme pour ne plus être manipulé par elle, mais plutôt s'en servir. Bernard souligne l'importance de ne pas être influencé dans l'astral et de pouvoir en sortir afin de travailler de manière créative. Il mentionne également que les morts, une fois de l'autre côté, ne vivent plus au niveau des sentiments et utilisent les émotions et les pensées des vivants pour les manipuler. Bernard souligne qu'il a un contact télépathique avec l'intelligence, ce qui le protège et lui permet de comprendre les jeux de l'astral. Il n'a donc plus peur. Et peut échanger avec les intelligences de l'autre bord. Par rapport aux réactions du public, Bernard ne semble pas spécifiquement commenter sa propre réception, mais souligne qu'en expliquant aux morts comment fonctionne le monde de la mort, il obtient leur respect et leur compréhension. Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Robert Gilles, Hergé, ils abordent le sujet de l'énergie et des sentiments.
BDM explique que pour lui, les notions de sentiments comme la joie ou le mécontentement n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'énergie créative et vibratoire qui est présente. Il donne l'exemple de ses conférences où il ne peut pas contrôler ce qu'il dit, mais il se laisse guider par l'énergie du moment. Si cela fait rire les gens, c'est tant mieux car cela crée une énergie plus élevée dans la salle. BDM explique également qu'il n'est pas d'accord avec les rituels ou les prières répétitives car cela limite la créativité et l'expression de l'énergie. Il reconnaît que ces pratiques peuvent convenir à certaines personnes à un certain moment de leur expérience spirituelle. Il discute ensuite du rôle unique de la province de Québec dans le développement de l'ésotérisme, notant que de nombreuses influences viennent vers le Québec, créant ainsi une microsociété où l'humanité est en alliance. Le discours met en avant l'idée d'une microsociété dont le modèle est conservé dans les archives du monde mental et qui doit descendre au fil des générations. Pour cela, il est nécessaire que les hommes se libèrent de leur passé, sortent de leur mémoire et deviennent autonomes et intelligents. L'alliance entre les hommes et l'intelligence est une condition essentielle pour que cette descente puisse se réaliser. Le rôle de la province de Québec est comparé à celui de la Palestine dans l'ancien temps, c'est-à-dire un point de rencontre de cultures, tout en concevant que le passé de toutes les cultures est important. Il est également fait un parallèle entre l'évolution du peuple juif et celle du peuple québécois, mais l'intervenant ne souhaite pas développer davantage sur ce sujet. La curiosité et la connaissance sont présentées comme étant liées, la curiosité conduisant à la connaissance et vice-versa. L'intervenant explique qu'il ne peut pas parler de certaines choses car il ne le peut pas parce qu'il ne le veut pas. Il mentionne la fusion entre l'homme et l'intelligence comme étant un état où l'énergie de l'intelligence contrôle les vibrations de l'esprit de l'homme, l'empêchant ainsi de parler de certaines choses. Il affirme que l'ego ne peut pas utiliser l'intelligence et que l'homme doit être un canal pour la lumière. Enfin, il explique que la fusion est une protection pour l'homme, et que l'homme a du mal à comprendre ce concept. Il est parfois préférable de ne pas divulguer certaines informations car elles peuvent provoquer des émotions chez les individus. Le Vatican a refusé pendant des années de partager certaines données concernant Fatima afin d'éviter de perturber les gens. Il faut comprendre que différentes régions du monde sont à des stades d'évolution différents sur le plan ésotérique. Il y a un temps pour révéler certaines choses, et les événements cosmiques se produiront en leur temps. Il est garanti que l'homme ne saura jamais parfaitement les conditions du passage à une nouvelle ère et du contact interplanétaire. Ce que l'homme sait astralement est utilisé pour stimuler sa curiosité, ère des peurs et des inquiétudes, et le pousser à suivre des pratiques spirituelles. L'humanité sera progressivement amenée à vivre ces situations, même si elle ne le sait pas d'avance. Le discernement est la qualité la plus difficile à développer dans le processus de mutation humaine, car il faut passer de l'intelligence subjective de l'ego à l'intelligence objective et créative de l'esprit. La sagesse est une forme d'intelligence du cœur, mais le discernement, qui est une forme d'intelligence de l'esprit, est nécessaire pour l'homme d'aujourd'hui. La sagesse de l'humanité dans le passé doit céder la place au discernement alors que nous approchons du XXIe siècle.